Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, est aussi avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Il va co-animer l'émission avec moi. Je vous rappelle le principe en quelques secondes. Vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions et réagir pendant l'émission. Sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, hashtag Direct Politique. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, et on va parler des différentes manifestations contre la politique fiscale du gouvernement. Il y en a eu pas mal ces derniers jours, et on va commencer par la première, les bonnets rouges, samedi, à Carhaix. C'était aussi la plus réussie, d'après les retours qu'on en a aujourd'hui. Vous aviez dit juste avant cette manifestation que l'écotaxe n'était pas supprimée, mais seulement suspendue. On a des internautes qui nous disent que vous avez jeté un peu d'huile sur le feu, avec cette déclaration. Nous, on avait juste envie de vous demander, pourra-t-on vraiment remettre en place les portiques qui ont été abattus, notamment en Bretagne, vu le climat actuel? Est-ce qu'on pourra remettre en place l'écotaxe? Pour l'instant, je répète, elle n'est pas supprimée, elle est suspendue. Il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu, il s'agit de répondre aux questions qui vous sont posées. Est-elle supprimée? La réponse est non, elle est suspendue. Sachant que c'est le principal point de blocage des manifestants. Pourquoi a-t-elle été suspendue? Parce que nous considérions qu'en l'état des mobilisations en Bretagne et parfois un peu ailleurs, il n'était pas justifié de le maintenir et qu'il fallait réfléchir à la façon dont on pouvait mettre en place une fiscalité qui soit une fiscalité qui ait des principes écologiques forts et permettre de financer des travaux d'infrastructure. Il faut rappeler que le produit de cette fiscalité, si elle avait existé, allait à la rénovation et à la modernisation des infrastructures, notamment de transport. Allez, oui, mais je le dis parce que comme elle est suspendue, elle n'est pas en vigueur. Et donc tout ça est sur la table. Et tout ça est sur la table, sera discuté. Il y a une mission parlementaire. Il ne m'appartient pas d'annoncer avant la fin de cette mission si oui ou non, demain, il y aura l'équivalent d'une écotaxe ou plus d'écotaxe du tout. Donc, il est possible qu'il n'y ait plus d'écotaxe du tout? Il est possible qu'il n'y en ait plus, comme il est possible qu'il y ait une alternative à celle-ci, mais elle reposera sur la discussion et la négociation. Justement, je pense que tout le monde... Dédé, un internaute, nous dit, mais en Espagne, en Allemagne, les camions du pays ne paient pas l'écotaxe, ce sont les camions étrangers qui en paient. Pourquoi faire payer les Français en France? Mais on discutera tout cela, et moi j'entends tous les arguments. À la fin, il faut toujours essayer de réfléchir au coup d'après. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, plus personne ne veut ni de portique ni d'écotaxe. Mais tout le monde veut des routes en parfait état pour pouvoir faire circuler nos camions, notamment quand ils les exportent. Veut des infrastructures qui soient modernes. Et la Bretagne sait ce qu'ont été les investissements de la puissance publique et de l'État pour pouvoir lui assurer la modernité et la qualité de ces infrastructures. Donc cette question se posera tôt ou tard, parce que la Bretagne est une région périphérique, donc avec des risques d'enclavement assez forts, notamment pour le centre-Bretagne, ces questions des infrastructures de communication et de transport se posent, et donc des financements se posent également. Donc il faudra mettre ça sur la table, mais on ne pourra pas dire on refuse toute forme de prélèvement, mais on veut avoir les infrastructures qui soient les plus modernes qui soient, et donc ces questions, je le redis, sont posées. Moi j'ai regardé évidemment ce qui se passait samedi à Carhaix. Il y a eu une grande mobilisation. Le gouvernement prend au sérieux cette mobilisation. Il y avait les frères Morvan aussi qui étaient là pour chanter, donc ça facilite la mobilisation des Bretons. Il faut rappeler que Benoît Hamon est breton. Oui, voilà. Donc moi, je vois Bretagne. Que Troadec avait quelques arguments qui n'étaient pas que politiques pour faire venir du monde. Mais en même temps, si on peut revendiquer et écouter des bonnes chansons, c'est pas plus mal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'observe d'un mot. Ce qui se passe à Carhaix, c'est la réunion aussi de tous les contraires. Parce que si vous faites plaisir aux uns, vous risquez de déplaire aux autres. Et les mêmes qui étaient sur les plaines, là où il y a les vieilles charrues et d'habitude, et le festival. C'est-à-dire que quand on a des petits patrons pêcheurs, des exploitants agricoles, des salariés de l'agroalimentaire, des patrons de l'agroalimentaire, des patrons de la grande distribution, je ne crois pas que satisfaire les uns soit forcément satisfaire les autres. Justement, est-ce que cette grogne est liée à l'écotaxe uniquement, ou est-ce qu'elle est plus profonde? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond dans cette grogne des bonnets rouges, de ce qu'on appelait les bonnets rouges? Il y a en tout cas quelque chose qui les réunit, c'est-à-dire le refus ou de payer plus, ou en tout cas une forme de coalition de gens qui n'ont pas les mêmes intérêts. Mais nous, gouvernement, il nous appartient d'entendre les uns et les autres. Quand ils sont autour de la table, ils ne demandent pas la même chose.
Et je le redis, l'agroalimentaire, que l'on soit un patron de l'agroalimentaire ou un salarié de l'agroalimentaire, la demande n'est pas la même. Quand on est un producteur de porc ou éleveur de porc, la demande n'est pas la même que celle de la grande distribution ou des patrons de centre Leclerc qui, eux, veulent les prix les plus bas à proposer à leurs consommateurs. Dernière question sur ce sujet. Est-ce que la réponse est uniquement sonnante et trébuchante ou est-ce qu'il n'y a pas une réponse plus politique consistant à donner plus de responsabilités aux régions dans des domaines culturels, par exemple en Bretagne, ou l'eau, ou des choses comme ça? Si, ces questions peuvent être aussi traitées. En l'occurrence, en même temps, on ne peut pas non plus tout remettre à plat. Mais je vais prendre un exemple dans mon secteur. Dans la loi consommation, nous allons introduire une disposition qui va permettre de réévaluer les prix auxquels les petits producteurs vendent leurs produits aux grandes surfaces quand il y a une forte montée des prix des matières premières. Les agriculteurs, évidemment, et les éleveurs étaient pour qu'on puisse renégocier les prix à la hausse. Les acteurs des PME le sont aussi, dès lors, notamment dans la charcuterie, ils le souhaitent. Les grandes surfaces, elles, n'étaient pas forcément très favorables à cette renégociation à la hausse des prix qui les amène à revoir parfois leurs marges. Ben ça a été inscrit dans la loi consommation depuis déjà plusieurs mois. C'est une manière de tenir compte de ce que sont les réalités aujourd'hui des contraintes de ces éleveurs, de ces transformateurs, donc les PME de l'agroalimentaire, pour qu'elles puissent continuer à produire, mais en se rémunérant. La réalité aujourd'hui de la chaîne de valeur, notamment dans l'agroalimentaire, c'est qu'il y a des prix si bas, parfois qui sont exigés de la grande distribution, qu'il faut qu'il y en ait entre celui qui transforme et celui qui produit, qui réduisent tellement leur marge qu'on n'arrive plus à vivre de son activité. Eh bien, ces questions, nous les avons posées et n'avons pas attendu qu'il y ait des manifestations pour les poser, puisque la loi consommation que je défends depuis plusieurs mois à l'Assemblée nationale et au Sénat a introduit cette disposition depuis le dernier salon de l'agriculture et l'engagement du président de la République. Nous avons tenu nos engagements dans ce domaine-là. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple ? Là encore pour illustrer que les intérêts de celles et ceux qui se coiffent tous du même bonnet ne sont pas les mêmes. Et que dire oui aux grandes surfaces, ça ne veut pas forcément dire oui aux producteurs ou aux transformateurs, c'est-à-dire à l'industrie agroalimentaire. Et moi, ce qui me préoccupe d'abord, comme tout citoyen français, c'est l'emploi. Voilà pour les bonnets rouges. Il y a une autre manifestation qui a eu lieu ce week-end, c'est celle du Front de gauche qui, lui, mettait l'accent plutôt sur les hausses de TVA au 1er janvier. Et on a eu pas mal de lecteurs aussi qui ont réagi là-dessus. On a sélectionné une question d'Ulrich qui dit « Hollande avait promis d'annuler la hausse de la TVA de Nicolas Sarkozy de 1,6 points, mais il augmente le taux intermédiaire de 3 points. Il va effectivement passer de 7 à 10%. Pourquoi ne signalez-vous pas ce scandale ?» Et je passe aussi une question de Didier et de Monique. La TVA qui touche tout le monde, quel que soit leur revenu, n'est-il pas l'impôt le plus injuste ? Incontestablement, la TVA, étant donné que c'est une fiscalité indirecte et qu'elle ne trie pas celui qui a le plus et celui qui a le moins, ça se paye au comptant. Et c'est vrai que historiquement, la gauche n'a jamais été favorable à une augmentation forte de la TVA. Là, pourquoi est-ce qu'il y a eu une augmentation du taux intermédiaire ? 3 points sur le taux intermédiaire. Oui, mais on passe de 19,6 à 20 sur le taux principal, ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'était la mesure Sarkozy. Mais en clair, pourquoi cette mesure a-t-elle été prise ? Pour financer un dispositif qui est le crédit d'impôt pour les entreprises. On met 20 milliards sur la table qui vont aider les entreprises à quoi ? À investir à nouveau et à créer de l'emploi. C'est l'objectif de ces 20 milliards. C'est-à-dire que notre objectif est de relancer l'économie par le soutien aux entreprises. Et c'est pour ça que c'est vrai que ce qui est parfois pénible, c'est de voir que ceux et celles qui bénéficient du CICE baissent vitrine ou baissent le rideau pour dire qu'ils ne veulent pas des 3 points de TVA sur le taux intermédiaire, là où ils gagnent beaucoup plus avec le CICE qu'ils n'y perdent avec la TVA. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on redise, quand le gouvernement met 20 milliards, que ces 20 milliards, ils sont financés par quoi ? Par des économies que fait l'État, donc par parfois moins de services pour les Français, et puis par une contribution des Français eux-mêmes. Vous êtes très attentif par fonction, par responsabilité au niveau de la consommation, qui est peut-être le seul indicateur qui va à peu près bien. Est-ce que vous craignez pas que la consommation en souffre à partir du 1er janvier ? D'abord, la consommation, elle augmentera à partir du moment où il y a plus de gens à avoir du travail en France. Ça n'est pas qu'une affaire de pouvoir d'achat individuel. Le choix qui est le nôtre, c'est de relancer la demande sous la forme de la consommation des Français et de l'investissement des entreprises en donnant aux entreprises les possibilités d'investir, c'est ce que nous faisons avec le CICE, et en mettant tout sur l'emploi. Plus il y a de gens qui travaillent, c'est-à-dire moins il y a de gens à Pôle emploi, plus ils sont au travail,
plus on consomme. Et c'est le choix politique qui est le nôtre, qui a expliqué que nous remettions en cause, par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça a eu un coût pour des Français. Il y a des Français qui ont perdu 100, 150, 200 euros, parfois même plus, 300, 500 euros sur l'année, parce que nous avons remis en cause cette défiscalisation. Mais l'objectif était de dire, si nous n'arrivons pas à inverser la courbe du chômage, à mettre davantage de gens dans l'emploi, nous nous préparons à une société qui est une société qui, de toute façon, va régresser parce qu'il n'y aura pas assez de consommation. Vous avez changé un petit peu de logiciel politique là, depuis que vous êtes au gouvernement, M. Hamon. Mais je vous dis, moi je pèse pour des choix politiques dans le gouvernement qui, il me semble, être les plus favorables et aux intérêts des salariés, aux intérêts des Français et aux intérêts de court, moyen et long terme. Donc chacun fait son travail, mais le choix politique du gouvernement, que j'assume puisque j'en suis membre, je l'assume parce que c'est un choix collectif, il est de dire aujourd'hui, la priorité c'est l'emploi. On a quand même, disons-le, les effets sont toujours différés, mais quoi qu'on en dise, on a déjà inversé depuis 5 mois la courbe du chômage pour les jeunes. Et c'est une vraie bonne nouvelle. Et on me dit, ce ne sont pas des vrais emplois parce qu'ils sont aidés. Et quand on met 20 milliards d'euros pour les entreprises privées en crédit d'impôt, bah on les aide aussi, on met 20 milliards d'euros, bien plus que les 2 milliards qu'on mettra pour les emplois d'avenir. Donc on aide aussi à la création d'emplois et c'est une manière de subventionner l'activité. Vous dites que la priorité c'est l'emploi, mais vous assumez le fait que cette hausse de TVA puisse plomber la consommation éventuellement à l'avenir. Bah, j'essaie de résumer votre propos. Non, mais j'espère que non. Pourquoi ? Parce que je rappelle que les entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt vont pouvoir restaurer des marges de manière à ou investir, ou diminuer leurs prix, ou créer des emplois. Donc 20 milliards sur la table, c'est sans précédent dans ce pays. On n'a jamais vu ça. La question que vous devriez poser, et d'ailleurs au MEDEF et à la CGPME, c'est à quand les contreparties en termes de prix, d'embauche de ces 20 milliards ? On se retourne toujours vers le gouvernement pour dire à quand ? Mais maintenant, ça y est. Alors, les 20 milliards, la tuyauterie, elle est partie, le carburant est dedans, et ça alimente déjà l'économie française. Ça, c'est pour le crédit d'impôt. Oui, mais quand même, on ne peut pas être nous responsables. C'est pas moi qui décide des embauches à la Société Générale, on va rester sur la TVA, Carrefour, ou chez les grandes entreprises. On va rester sur la TVA. Il y a une question qu'on pose souvent à nos invités, c'est une question qui a dit. Alors on va vous donner une citation et on va vous demander qui l'a prononcée. Alors qui a dit « Quand la TVA a été augmentée en Allemagne, la conséquence a été une baisse de la consommation. En France, quand on fait 2 points d'augmentation de la TVA avec Alain Juppé, il y a eu une baisse de la consommation, donc du pouvoir d'achat. » Possible que ce soit moi, non ? Alors c'est bien vous, en janvier 2012. Mais c'était sur Europe 1 et sur iTélé. Mais c'était ce que nous avons constaté. Pour l'instant, nous constatons quoi ? C'est que nous sommes dans une situation de crise exceptionnelle. Oui ou non ? On reste les bras ballants et on se dit... Oui, mais on l'était déjà quand vous avez dit ça. Non, mais j'observe que non seulement le chômage a cru, mais qu'on s'est pris 600 milliards de dettes supplémentaires avec des déficits qui plongeaient. Donc on avait du chômage qui augmente, de la dette qui augmente, des déficits qui augmentent, de la pauvreté qui augmente. Là, qu'est-ce qu'on fait comme choix dans un contexte où on n'a plus de sous ? Où le consentement à l'impôt, vous voyez, est aujourd'hui arrivé à un tel niveau qu'on ne peut plus globalement augmenter les recettes. Il faut trouver des solutions pour faire en sorte d'inverser la courbe du chômage. C'est la priorité. Moi, on me racontera ce qu'on voudra. Moi, je gouverne dans le monde réel en ce moment. Et quand on a inversé la courbe du chômage, dans mon monde à moi, celui de l'économie sociale et solidaire, il y a 40 000 emplois pour les jeunes qui ont été créés cette année, sur les 85 000 emplois d'avenir. La courbe du chômage des jeunes, elle s'est inversée. Moi, j'ai fait ça. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'inverser la courbe du chômage de tout le monde d'ici la fin de l'année. Engagement réitéré par le président de la République il y a quelques jours. Mais tout sera mobilisé là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'on a fait ces 20 milliards de crédits d'impôt. Et c'est pour ça que moi, j'encourage tout le monde à ce que la pression, moi j'assume qu'elle soit sur nos épaules, mais il faut qu'elle soit partagée par tous, et notamment par le MEDEF, qui doit dire maintenant quels sont les résultats en termes d'embauche qu'il annonce, les prévisions qui sont les siennes, dès lors que ces 20 milliards d'euros vont alimenter l'économie. Est-ce qu'il est normal que votre ami Michel-Édouard Leclerc bénéficie de ce crédit d'impôt alors qu'il n'est pas soumis à la concurrence internationale ? Écoutez, il y a beaucoup de salariés qui sont... Quand je dis votre ami, je mets des guillemets. Écoutez,
écoutez, non, c'est vrai qu'on n'est pas amis parce qu'on ne se connaît pas bien, on s'est vu 3 fois, donc on n'est pas rarement amis avec Oui, et que vous avez quelques différends. Non, mais c'est pas qu'on a des différends. Nous venons avec le ministère de l'économie et des finances d'assigner le groupe Leclerc pour des pratiques qui nous paraissent être des pratiques à l'endroit des PME qui sont des pratiques non légales et non loyales, puisqu'il y a là ce qu'on appelle un déséquilibre significatif dans les négociations commerciales que nous avons constaté, ce qui montre que ce gouvernement n'est pas faible, même à l'égard de ceux qui sont les plus puissants dans un certain nombre de secteurs économiques, et nous l'avons assigné, et je l'assume parfaitement. Mais pour revenir à votre question, il y a aujourd'hui énormément de salariés, il n'y a pas que chez Leclerc, dans la grande distribution, chez Carrefour, chez Système U, chez Intermarché, qui sont entre 1 SMIC et 2 SMIC. Donc il va y avoir du CICE. Nous attendons de ces groupes qu'ils aient des stratégies, puisqu'ils développent les drives. Non mais je le dis, ils ont des politiques assez expansives, qu'ils ont des politiques d'expansion à l'extérieur, mais qu'ils recrutent grâce au CICE. Okay. Vous avez dit que vous étiez dans le réel, on va parler donc du réel et de la loi consommation. Vous allez nous dire où en est cette loi et est-ce que les dispositions qu'elle contient vont être de nature à rendre du pouvoir d'achat en France. Alors, court à chaque fois parce qu'il y a plein de dispositions. D'accord. Allons-y. Allons-y. Alors, où est-ce qu'elle en est, cette loi conso? D'abord, on a reçu beaucoup de questions sur le calendrier en lui-même. Alors, quand est-ce qu'elle va être adoptée? On termine la deuxième lecture. Pour faire simple. C'est un peu long toujours. On termine la deuxième lecture. On sera la semaine prochaine dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture. On part en janvier au Sénat. Fin janvier, elle sera votée en deuxième lecture au Sénat. Donc il y aura après une CMP, comme on dit. Bon bref, fin février, la loi est votée définitivement. Au printemps, on va dire. Donc il y a eu quand même beaucoup de temps pour faire adopter cette loi, puisqu'elle a été présentée, rappelez-moi, en Conseil des ministres en avril. L'année dernière, voilà, en 2013. Voilà. Donc on a alors, pas le temps. On a quand même un internaute, alors il a utilisé le pseudo insatisfait, qui dit bientôt 2 ans que vous êtes au gouvernement et toujours rien sur la création des classes actions. Donc ça, c'est quelque chose qui normalement figure dans la loi, dont vous aviez fait un de vos nombreux chevaux de bataille. Est-ce que les classes actions seront rendues possibles par cette loi? D'abord, à l'insatisfait, donc, ça s'appelle la démocratie, le Parlement. Donc, vaut mieux que ça se passe comme ça qu'autrement. Donc, je respecte le calendrier parlementaire, qui est le calendrier démocratique. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour les consommateurs? C'est ça. Elle est créée donc, en fin février, pourront être déclenchées. En 2014, les premières actions de groupe. Elles permettront quoi? Les fameuses classes actions, que demain les consommateurs soient enfin indemnisés du préjudice économique qu'ils subissent lorsqu'il y a entente anticoncurrentielle, lorsqu'il y a une pratique commerciale déloyale, là où jusqu'à présent, d'abord tout seul, c'était très difficile d'obtenir réparation, ça demandait une énergie telle que finalement on y renonçait, et un coût, on y renonçait. Là, les associations de consommateurs pourront porter ces actions de groupe et vous permettre d'être indemnisés. La grande nouveauté, ce sera ça, c'est sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, sauf à dire à la fin « je veux être indemnisé », eh bien vous pourrez obtenir réparation du préjudice et ce seront des associations de consommateurs qui porteront ces procédures. L'autre nouveauté... La seule condition, c'est qu'une association accepte de prendre en charge la procédure. 16 associations de consommateurs. Dès lors qu'elles reçoivent des plaintes et des réclamations qui sont très nombreuses, et elles déclencheront des actions de groupe en fonction des sujets. Mais je prends un exemple. Il y avait eu dans la matière de téléphonie une entente anticoncurrentielle qui avait été dans le passé constatée, qui avait fait l'objet d'une amende extrêmement importante pour les opérateurs de téléphonie pour cette entente anticoncurrentielle. L'État avait bénéficié du paiement de l'amende, mais vous, qui aviez été victime de l'entente anticoncurrentielle, qui avez subi un préjudice, puisqu'on estime que quand il y a entente anticoncurrentielle, le prix que vous payez est supérieur à 20% au prix de marché, eh bien vous n'êtes jamais indemnisé des conséquences de cette entente. Avec l'action de groupe, vous serez indemnisé. Et ce sera valable dans tout le champ économique. Alors Benoît Hamon, c'est une loi qui concerne vraiment beaucoup de pans de la vie quotidienne des Français. On a aussi un registre national des crédits aux particuliers. Alors on en a des internautes qui se demandent s'il va être créé et qui s'inquiètent d'ailleurs d'être fichés, entre guillemets, dans ce registre. Seront sur ce registre tous les crédits à la consommation que vous avez. Les crédits à la consommation qui sont responsables de l'endettement des ménages français, mais surtout du surendettement. Chaque année, il y a plus de 200 000 familles qui passent à la Banque de France en dossier de surendettement, donc avec une incapacité à pouvoir payer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui appellent ça du fichage? Je réponds qu'aujourd'hui, là où ce registre a été mis en place,
ils ont considérablement diminué le niveau de surendettement des ménages. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand une famille va dans une grande surface, non pas faire ou dans un centre commercial, non pas faire un crédit pour acheter un canapé, acheter un frigo et une télévision, mais pour payer ses factures. Eh bien, nous avons là le début de la spirale du surendettement. Que se passera-t-il demain? Quand vous irez faire un crédit, l'opérateur ou le commercial que vous aurez en face de vous aura l'obligation de vérifier si vous êtes solvable. Il pourra toujours vous vendre ce crédit, même s'il constate que vous avez déjà 5-6 crédits à la consommation. Il sera libre de le faire. Mais si demain vous êtes en procédure de surendettement, cette banque, cet établissement de crédit ne pourra plus s'abriter derrière, soi-disant, sa bonne foi et votre mauvaise foi. Le banquier sera enfin responsabilisé. Il sera, il sera responsabilisé. C'est que la décision qui pourra être celle des commissions de surendettement d'effacer la créance de la banque et donc vos dettes. Il prend le risque de ne pas être payé. Voilà, exactement. C'est une manière de responsabiliser le banquier. Je rappelle qu'en France, avant le registre national du crédit, le seul responsable était celui qui s'endette. Or, vous savez aujourd'hui qu'il y a des certain nombre de situations où les pressions à faire un crédit renouvelable, à faire un crédit de consommation, c'est l'endetteur qui devient responsable. Les deux seront responsables, et plus un seul. Jusqu'ici, il n'y avait que le consommateur, maintenant il y a le consommateur et le banquier. Dernier point qu'on va aborder sur cette loi consommation, elle concerne le pouvoir d'achat. On a beaucoup de questions qui nous demandent est-ce que vous faites quelque chose aussi pour faire baisser les prix dans cette loi? Et on a aussi une question qui est plus ou moins liée de Brie Carantino. Bonjour Monsieur le Ministre. Où en est le projet de loi sur l'obsolescence programmée des appareils électroménagers, téléviseurs, etc. Car franchement, cela pénalise énormément les petits budgets, comme le mien, retraité vivant seul. Je peux dire 3 mesures qui font du pouvoir d'achat. 1, avec ma loi, vous pourrez résilier au bout de la première année, quand vous voulez, votre contrat d'assurance automobile et multirisque habitation. D'ores et déjà, il y a certain nombre de compagnies, quel moment. Au bout de la première année, à n'importe quel moment, dès lors que vous montrez une attestation d'assurance pour éviter le risque de non-assurance, vous pourrez résilier quand vous voulez et non plus à la date anniversaire que vous oubliez parfois et qui vous amène à reprendre un an de contrat. Objectif, plus de mobilité entre les compagnies d'assurance, donc baisse des prix, d'ores et déjà, pour fidéliser un certain nombre de leurs clients. Des compagnies, que je ne citerai pas, ont annoncé des ristournes qui sont des ristournes importantes sur la multirisque habitation et l'assurance auto. Deuxièmement, nous ouvrons le dossier de l'assurance emprunteur. Quand vous faites un crédit immobilier, on vous vend une assurance. Or, cette assurance, elle a un coût et nous voulons qu'il y ait là encore, sur le coût de cette assurance, des clients qui soient moins captifs, moins prisonniers du fait de devoir acheter et le crédit, puisqu'on l'achète le crédit, puisqu'on paye un taux d'intérêt, et l'assurance. Et on va mettre là encore davantage de mobilité. Deuxième mesure très concrète de pouvoir d'achat. Et la troisième mesure... Mais ça veut dire que je peux changer d'assureur aussi le lendemain. Le lendemain ou nous examinons, il y a eu des propositions qui ont été faites d'un rapport qui propose notamment le fait que dans les 3 mois qui suivent, il puisse y avoir la possibilité de résilier très facilement cette assurance emprunteur et d'en prendre une autre. Donc nous réfléchissons là-dessus. Mais la troisième mesure, alors elle est peut-être anecdotique, mais elle complète beaucoup d'autres mesures du projet de loi consommation. Quand vous êtes dans un parking public, vous êtes facturé à l'heure, que vous ayez passé un quart d'heure, 20 minutes ou 1 heure. Demain, nous avons, par la loi consommation, proposé qu'on soit facturé au quart d'heure. C'est une petite mesure, mais c'est une mesure qui, pour ceux qui restaient un quart d'heure, les amèneront à payer un quart d'heure et non pas 1 heure, pareil pour une demi-heure, etc. Pour répondre à la question de notre internaute sur l'obsolescence programmée, est-ce qu'il y a quelque chose dans le texte? Oui, il y a des choses sur le fait que, là encore, on va porter ce qu'on appelle la garantie sur la présomption d'antériorité de défaut. Pardon, c'est un peu technique, mais c'est sur l'obligation de vous remplacer ou de vous réparer un produit dans le cadre de la garantie légale. Nous l'avons porté dans la loi, nous voulons la porter à 2 ans, et nous allons désormais obliger les établissements qui disent disposer de pièces détachées pour réparer vos produits à vous les fournir réellement. Je m'explique. Hier, vous pouviez revenir avec votre bouilloire, vous étiez persuadé qu'il y avait pièces détachées, en fait elles n'existent pas, elles ne sont pas en stock, et on vous la remplace. Quand on vous la remplace, qu'est-ce qui se passe? On la fait venir d'aussi loin que l'endroit où elle a été construite. Et bien là, nous encourageons à la réparation, parce qu'en encourageant à la réparation, ça ne met pas beaucoup plus longtemps, et surtout celui qui répare, il est à côté de chez vous. C'est un emploi en plus que l'on va créer. C'est une manière aujourd'hui d'améliorer la durée de vie de nos équipements, le réemploi, ou de prolonger leur vie là où il n'est pas utile pour un fil électrique débranché que l'on remplace une bouilloire, une télévision ou un frigo. Autre actualité chaude de cette semaine, le travail le dimanche. 2 petites questions là-dessus. Vous étiez le seul ministre absent hier à Matignon quand le rapport de M. Bailly a été rendu. Pourquoi? Parce que j'étais dans le Loiret pour clore le mois de l'économie sociale et solidaire. Il n'y avait pas du tout de fâcherie. Au contraire, je suis plutôt content du rapport Bailly.
Alors justement, il propose d'augmenter le nombre de jours d'ouverture le dimanche en laissant un certain nombre à la discrétion des élus, des maires. Vous êtes favorable à ça? Mais je suis favorable au tout. C'est qu'on ne peut pas isoler. D'abord, il dit une chose, le travail le dimanche, c'est l'exception. Et moi, je dis, j'écoute ce que j'entends parfois sur les bancs de la droite, qui parlent de famille, famille, famille. Et quand au moment où on parle du travail le dimanche, moi, même comme ministre de la Consommation, je pense qu'il y a un jour qui est un jour important, qui doit rythmer la semaine, qui reste le dimanche où, en règle générale, on ne doit pas travailler, parce que c'est un moment où on doit se consacrer à ses enfants, à sa famille, donc, à des loisirs, aux autres, à ce qu'on veut, à sa spiritualité si on le souhaite, à du sport, bref. Un temps qui ne doit pas être forcément mercantile. Et je crois que ça, le rappeler, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'il y ait des exceptions. Elles existent déjà. Qu'on les étende pour s'adapter à ce que sont les réalités sociales. J'ai rien contre. Mais ce que rappelle le rapport Bailly, c'est qu'en dehors du fait qu'il veut mettre de l'ordre dans ces dérogations à un principe qui est on ne travaille pas le dimanche, on pourra travailler, il y aura des exceptions, on mettra de la souplesse, il rappelle qu'il faut des compensations. Et je veux rappeler juste d'un mot, que moi j'étais très sensible au discours des salariés des établissements de bricolage qui disaient on gagne plus quand on travaille le dimanche, parce qu'il y a des compensations. Mais ce que demandait une partie des chefs d'entreprise, c'était de pouvoir ouvrir le dimanche, mais en généralisant le travail le dimanche. Si vous généralisez le travail le dimanche, on le banalise, c'est la fin des compensations. Mais et là, les 100 euros que vous ramassez en plus, vous les ramassez. Mais vous qui êtes très attaché justement au social, est-ce que vous trouveriez normal qu'on négocie localement les compensations salariales d'une ouverture Ah oui, le moi dimanche? je pense que si ça doit relever de la négociation qui est de la négociation d'entreprise, de la négociation de branche, il y a des branches professionnelles, mais que le rapport Bailly dise ça ne peut aujourd'hui se faire qu'à condition que le salarié y trouve son compte et qu'il puisse négocier des compensations, me semble être un vrai progrès. Parce qu'on constatait que, outre le désordre, en fait, selon la ville dans laquelle vous habitiez, c'était ouvert ou pas, on ne comprenait pas que l'ameublement et la jardinerie s'étaient ouverts le dimanche, pas le bricolage, mais le bricolage, à condition que s'il l'ouvre, il faut qu'il fasse que du bricolage. S'il fait du bricolage et un peu d'électroménager, qui va demander l'électroménager? Vous voyez bien qu'on n'en finissait plus. Donc, ce que fait le rapport Bailly... On a un lecteur Bailly, qui nous a demandé est-ce qu'il ne faut pas tout simplement revenir sur la dérogation sur l'ameublement, justement. En tout cas, le rapport Bailly, lui, propose de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, d'en revenir sur les systèmes, on va dire, dérogatoires exceptionnels, et qu'on fonctionne par zone, et que ces zones-là soient claires aux yeux du consommateur, des entreprises, et dans les entreprises aussi des salariés. Mais je le redis, les salariés qui étaient contents de travailler le dimanche parce qu'ils avaient des compensations, si on généralise le travail le dimanche, c'est la fin des compensations. Benoît Hamon, il nous reste une dizaine de minutes. On voulait parler avec vous du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire qui lui aussi est en cours d'examen. Il a été adopté en première lecture au Sénat au début du mois de novembre. Il va poursuivre son parcours parlementaire en décembre. Daniel vous demande comment sera financée cette économie sociale et solidaire. Et il rajoute même dans la mesure où il ne s'agit pas de création de richesse à proprement parler. On va revenir sur la définition de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'emplois subventionnés? C'est de la création de richesse. C'est là une grosse... Alors, l'économie sociale et solidaire... Elle est non lucrative. Et c'est pour ça qu'on pense qu'elle ne crée pas de richesse. Mais non lucrative, ça ne veut pas dire perdre de l'argent. Quand vous avez une association qui est une association qui fait de crèche, une crèche par exemple, elle rentre des recettes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle est non lucrative? C'est qu'elle ne rémunère pas le propriétaire en capital. C'est ça la non-lucrativité. Elle a comme obligation de réinjecter dans l'entreprise elle-même, comme une personne morale, l'entreprise qu'elle soit associative, coopérative ou mutualiste, les profits. La non-lucrativité, c'est ça. Ça veut dire que les excédents, les profits, les bénéfices ne vont pas rémunérer en dividendes le propriétaire en capital. Sur les financements. Et sur les financements, savez-vous par exemple, si on devait, je pourrais poursuivre le raisonnement de cet internaute, on pourrait croire que les plus subventionnés sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Savez-vous qu'Emmaüs travaille dans le secteur concurrentiel? Aujourd'hui, les chiffonniers d'Emmaüs, dès lors qu'ils sont dans le recyclage, la collecte de vêtements, ils sont en concurrence avec qui? Avec des grandes entreprises commerciales comme Veolia, par exemple. Veolia va bénéficier du CICE, le crédit d'impôt. Emmaüs, non. Parce qu'elle ne fait pas d'impôt sur les bénéfices des sociétés. Quelle est la plus subventionnée des deux?
l'ESS ou pas l'ESS? Donc je veux juste dire, alors Veolia est une entreprise qui de plein d'autres qualités, mais Emmaüs, elle, a des entreprises d'insertion, travaille avec des salariés un peu cabossés par la vie qu'on essaye d'accompagner. Donc pour ça, Veolia, Emmaüs va être subventionné, mais sur son activité de collecte, elle ne le sera pas. Alors la loi prévoit à peu près... Donc il n'y a pas de financement, il n'y a pas de budget de l'ESS. Ça n'existe pas, ce sont des entreprises privées. On va juste consacrer 500 millions d'euros de la Banque publique d'investissement au financement des entreprises de l'ESS. Mais je vais reprendre des ordres de grandeur. La BPI, c'est combien? 40 milliards d'euros. 500 millions d'euros pour l'économie sociale et solidaire. Quel est le poids dans le PIB? Donc ça preuve que ça crée de la richesse. Mais là, c'est pas de la subvention, c'est du prêt. Non, évidemment. Voilà. Quel est le poids de l'ESS dans le PIB? 10% du PIB. Si j'avais dû aligner en termes de soutien à l'économie ESS, nous aurions dû monter à 4 milliards de BPI et non pas 500 millions d'euros. Donc on Justement, voit est-ce que c'est assez ambitieux ce plan de financement de l'économie sociale et solidaire? On verra. On a à peu près entre 500 et 600 millions d'euros, puisqu'il y a aussi d'autres modes de financement. On va financer l'innovation sociale d'ailleurs. Et on a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui disent aujourd'hui, comparé au crédit à impôt compétitivité dont on vient de parler de 20 milliards d'euros pour le reste de l'économie, ça semble vraiment ridicule. Bon, on a fait aussi plus de 310 millions d'euros, ce qu'ils ne disent pas, sous la forme d'un abattement à la taxe sur les salaires. Parce que l'impôt que payent les entreprises de l'ESS, c'est souvent la taxe sur les salaires. En l'occurrence, passer l'abattement de 6 000 à 20 000 euros, c'est que les Français le sachent, d'ailleurs j'en profite, 70% des associations françaises ne paieront plus d'impôts quand elles ont des salariés. Les entreprises les associations qui ont entre 1 et 15 salariés seront pour la plupart toutes exonérant du paiement de la taxe sur les salaires. Ça coûte 314 millions d'euros au budget de l'État. Ça, c'est du concret, parce que ça permet à beaucoup d'associations de pouvoir être libérées de cette charge pour pouvoir se consacrer à leur activité au service de la population française. Mais oui, c'est du jamais vu ce que nous faisons avec BPI, avec le soutien fiscal au et c'est assez ambitieux. Il faut que les projets arrivent à maturité. C'est un chiffre, vous savez, plancher. Si ça doit aller au-delà, si dans le médico-social, dans le secteur de l'économie verte, de l'économie circulaire, il y a d'autres projets, des projets industriels qui réclament plus, il n'y a aucune raison. Il peut y avoir des financements supplémentaires. Vous dites que l'économie sociale n'est pas plus aidée que l'autre, au contraire, même moins. Parfois non. Parfois non. En revanche, c'est quand même elle qui profite le plus des emplois aidés. Mais pourquoi est-ce qu'elle profite des emplois d'avenir et des emplois aidés? C'est qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un besoin qui est un besoin très fort de pouvoir continuer ces missions qui sont celles des associations sur le terrain, qui remplissent aujourd'hui une mission qui est une mission indispensable à la cohésion sociale. Puis de surcroît, elles bénéficient de contrats aidés. Pourquoi? Notamment dans l'insertion par l'activité économique. Parce qu'elles prennent des femmes et des hommes qui ont été abîmés par la vie pour leur proposer un parcours d'insertion. Dans ce parcours d'insertion, il faut de l'encadrement, il faut une formation qui n'a rien à voir avec celle de salariés en milieu, on va dire, ordinaire. Donc il y a une tâche qui évidemment a besoin d'être financée. Combien d'emplois d'avenir dans le secteur social et solidaire? 40 000 sur les 85 000 qui ont été créés. La moitié. Presque la moitié, oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une grande fierté de ce secteur d'avoir contribué à l'inversion de la courbe du chômage. On évoque qu'un potentiel de création de 100 000 emplois, comment s'en assurer? Est-ce qu'il va y avoir un encadrement des financements? Certains acteurs le proposent, je crois que le vice-président du Crédit Coopératif, Hugues Sibyl, le dit qu'il faut un encadrement des financements pour s'assurer que l'emploi sera bien... oui, mais après... sera bien employé, pardon. Mais on estime à 100 000 emplois nets l'impact de la loi. On ne parle pas des emplois d'avenir, là. Je parle de la loi ESS. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude d'instruments qui vont permettre aux acteurs de l'ESS de grandir, de croître et de développer leurs activités. Et je le rappelle, ce ne sont pas des instruments budgétaires. Il n'y a pas 1 euro d'argent public sous la forme d'un impôt qui ira à cela. Ce sont des instruments de fonds propres qu'elles vont pouvoir développer elles-mêmes. Mais la particularité des acteurs de l'ESS, parce qu'elles sont non lucratives, c'est qu'elles ne peuvent pas avoir accès au marché financier pour se financer. Donc quand vous n'avez pas cette possibilité d'attirer un investisseur privé
qui va attendre un rendement d'investissement qu'il a consenti, il est nécessaire de réfléchir Donc à des modes de financement alternatifs. C'est ce qu'on a fait. Les 100 000 emplois ne sont pas garantis. Je reviens à ma question. Mais ils ne sont pas garantis, pas plus qu'on puisse garantir, qui que ce soit peut garantir. C'est une étude d'impact. Vous demandiez au MEDEF en début d'émission de s'engager sur un nombre d'emplois créés par rapport au crédit qu'on... Mais je lui demande de s'engager au moins sur le fait qu'il va créer des emplois. Moi, je vous dis que je suis convaincu que c'est en France 100 000. Au passage, j'étais convaincu qu'on inverserait la courbe du chômage il y a un an. Comme le président de la République n'était pas nombreux à penser que nous y arriverons, eh bien nous y arriverons. Donc là, oui, nous nous dotons d'instruments. Pardon, mais moi, je ne suis pas un politique qui regarde les trains passer et qui affiche pas d'ambition. Oui, je dis ça va créer 100 000 emplois nets. Après, vous me dites d'une garantie. Je ne vais pas hypothéquer mon costume, ou j'en sais rien, mais ça n'a pas de sens. C'est pas ça la politique. C'est prendre des engagements et donner les moyens aux citoyens de vérifier s'ils sont tenus. Or, il y a tous les instruments, et interroger les acteurs de l'ESS, tous les instruments dans cette loi pour y arriver. On a rarement vu une loi qui réunisse en ces temps actuels autant de soutien des 5 confédérations salariées qui disent oui à cette loi, soutien de tous les partis de gauche. J'ai bien entendu que le MEDEF et la CGPME étaient un peu plus circonspects sur la loi, mais quand on a 5 confédérations salariées qui considèrent que c'est une bonne loi, on doit entendre aussi ces acteurs de terrain. Un point de tension sur cette loi, ce sera le dernier point qu'on abordera sur la loi sur l'économie sociale et solidaire. La loi crée un droit d'information des salariés 2 mois avant la cession d'une entreprise dans toutes les petites entreprises de moins de 50 salariés. Moins de 250. Vous me corrigez si je me trompe. Moins de 250, c'est ça. C'est une disposition qui est assez contestée, notamment par les chefs d'entreprise. Comment empêcher les fuites d'informations qui pourraient faire capoter justement ces cessions? Et on a un entrepreneur rennais, me semble-t-il, Jocelyn Denis, qui vous a invité à aller faire un stage dans son entreprise pour aller voir comment se passait la circulation de l'information. Vous allez lui répondre? Écoutez, les entreprises, il y a 50 000 emplois qui sont détruits par an dans des PME, qui sont des PME aujourd'hui dans des zones difficiles, qui ferment parce que le chef d'entreprise arrive à l'âge de la retraite, veut se mettre au vert et n'arrive pas à vendre. 50 000 emplois. Moi, je me préoccupe des destructions d'emplois. Je ne suis pas dans l'idéologie. Et je raconte pas, je ne cherche pas à faire du buzz pour faire parler de ma boîte ou de quoi que ce soit. Il s'avère qu'avant d'être ministre, moi j'ai été chef d'entreprise. J'ai travaillé dans le privé. Donc je connais un petit peu ce monde-là et on ne peut pas me raconter des histoires. Et dans des secteurs en difficulté, une PME de l'imprimerie qui ferme parce qu'elle ne trouve pas de repreneur, ça existe. Qui peut reprendre cette PME de l'imprimerie? Sinon son concurrent parfois, s'il existe. Son concurrent, il a quoi comme hypothèse? Soit de laisser fermer pour récupérer le portefeuille client, soit de la récupérer à vil prix en négociant jusqu'au terme et en essayant de l'obtenir au prix le plus bas. Mais s'il y a la possibilité d'une offre des salariés de reprise, eh bien ça revalorise l'entreprise qui est à vendre et c'est l'intérêt du chef d'entreprise. Moi, je ne m'assois pas, pardon de le dire, à toutes celles et ceux qui aujourd'hui regardent cette loi et la lisent à travers des yeux ou un regard politique ou idéologique, je ne m'assois pas sur 50 000 emplois détruits dans des entreprises en bonne santé qui sont des PME. Et je me réjouis du fait que dans tous ces bassins d'emploi en difficulté, cette mesure soit accueillie avec beaucoup aujourd'hui d'optimisme parce qu'elle va permettre ou à des salariés de reprendre leur entreprise ou à des chefs d'entreprise de mieux la vendre à leurs salariés ou à d'autres. Un tiers. C'est donc, vous savez, ça fait 20 ans qu'on colloque et qu'on bavarde sur le sujet de la transmission. Moi, je laisse les bavards bavarder. Pendant ce temps-là, je mets en place un droit pour les salariés. Et ce droit, il leur sera très utile. Et contrairement à ce qui peut être raconté, ça n'affectera pas la confidentialité des transmissions. Personne n'a été capable d'en faire la démonstration. Il nous reste 5 minutes. On va passer à la dernière séquence de cette émission. C'est le film de la semaine. C'est très simple. On prend 4 à 5 actualités qui se sont déroulées cette semaine et on vous demande d'y réagir. C'est Michel qui commence. Je commence par mercredi dernier. La police a évacué mercredi matin à Saint-Ouen l'un des plus grands bidonvilles habités par des Roms. 800 personnes évacuées, dont des dizaines d'enfants. Est-ce qu'il fallait évacuer ce squat et que vont devenir ses occupants? C'est tout le problème aujourd'hui, de la capacité qu'on a à rétablir l'ordre public quand il y a l'occupation illégale d'un terrain et à faire en sorte derrière que les femmes et les hommes qui occupaient ce squat, on puisse faire en sorte que ceux qui ont vocation à s'intégrer en France soient accompagnés pour qu'ils le puissent et les autres soient punis s'il est nécessaire de les punir. Mais
on voit là la difficulté aujourd'hui de répondre à des situations extrêmement concrètes d'occupation de territoire par des populations qui n'ont pas le droit de les occuper, ces terrains, sans passer par, sans raconter n'importe quoi. Quand c'était Nicolas Sarkozy et que vous étiez porte-parole du Parti Socialiste, mais moi je demandais, je continue à le demander. Oui, mais sauf que nous aujourd'hui, on fait beaucoup plus sur la réintégration et l'accompagnement de ces publics-là que ne le faisait la droite auparavant, et de ces populations-là. Et que moi, là encore, je le redis, je ne confonds pas l'enfant qui me dit de celui qui l'oblige à mendier. Le bourreau et la victime. Voilà. Et il y a aujourd'hui, dans ce pays, une volonté de mettre le petit comme le grand dans le même sac et de considérer qu'il faut se débarrasser d'une population. On ne se débarrasse pas de population, ça n'existe pas. Et ce discours de l'extrême droite, comme d'une partie de la droite, non seulement il est inefficace, mais en plus il est parfaitement nauséabond. Le message est passé en avance dans la semaine. Jeudi 28 novembre, dans la Marne, un bijoutier a abattu un homme qui tentait de le braquer, comme dans l'affaire du bijoutier de Nice. On a vu fleurir des milliers de marques de soutien sur les réseaux sociaux à ce bijoutier. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Dans le cas particulier, il y a d'abord la mort d'un homme. C'est peut-être en état de légitime défense ce qui permettra à ce bijoutier de faire valoir son droit. Mais il y a l'insécurité, elle est réelle, et elle inquiète les commerçants comme elle inquiète les Français. Mais le rôle des pouvoirs publics, c'est de dire que là où il y a la mort d'un homme, il est légitime qu'il y ait enquête et que, le cas échéant, il puisse y avoir sanction. Parce que sinon, c'est la loi du plus fort, c'est le chacun pour soi, c'est chacun qui se fait justice lui-même. Ça n'est pas la République, ça n'est pas ce que nous devons défendre. Et j'ai évidemment, nous sommes attentifs à tout cela, et je rappelle juste que celles et ceux qui manifestent, parfois, ou en tout cas pour un certain nombre d'élus de droite, ont soutenu un pouvoir qui a diminué le nombre de gendarmes en milieu rural et le nombre de policiers dans les villes. Nous, on les a augmentés. Donc on met des moyens de police et de surveillance là où ils avaient été retirés par le précédent gouvernement. Vendredi, c'était le débat à l'Assemblée nationale sur la loi prostitution. Elle sera votée en principe demain. Vous êtes depuis toujours favorable à la pénalisation des clients de prostituées. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elles soient contraintes de se cacher? C'est l'argument qui est avancé par les opposants au texte, et de les fragiliser, de les insécuriser encore plus. 85 à 90% des prostituées le font dans un réseau, donc avec un proxénète, dans des conditions qui sont des conditions sordides, où elles vendent leur corps. Et on va nous expliquer que c'est consenti. Non, c'est pas consenti. Donc oui, il faut mettre en place des mesures de lutte contre le trafic, contre les réseaux, mais aussi une responsabilisation du client. Acheter un acte sexuel, c'est pas comme acheter un ordinateur. Ça n'est pas pareil. Et j'entends qu'il y a des femmes ou des hommes prostitués qui parlent aujourd'hui et disent « mais moi, c'est quelque chose que je souhaite, etc. etc. » Mais la réalité de la prostitution, ça n'est pas cela. Et que si nous voulons lutter efficacement pour faire en sorte que ces femmes et ces hommes sortent de la prostitution, notamment ceux qui sont dans des réseaux, il faut des mesures qui responsabilisent aussi le client. Et moi, j'ai toujours été favorable à cela, parce que je le redis, ça n'est pas un achat comme un autre. Et arrêtons de considérer que parce que ça a toujours existé, il ne faudrait pas essayer de faire en sorte aujourd'hui d'agir différemment pour faire en sorte qu'il y ait moins de prostitution. Une femme prostituée, dans 90% des cas, c'est une femme qui l'est dans un réseau, donc qui paye un proxénète. Benoît Hamon, ce week-end, c'était donc la manifestation de Jean-Luc Mélenchon et du Front de gauche pour une révolution fiscale. Alors on ne va pas revenir sur la querelle de chiffres sur le nombre de manifestants. Jean-Luc Mélenchon parle d'un climat digne de 1788. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, je pense que c'est un discours au service d'un objectif, la révolution fiscale. Donc moi je vois bien que ça ne va pas bien dans des strates profondes de la société française. Je vois aussi ce qui commence à aller mieux. Et je sais que entre le moment où nous constatons que des indicateurs passent du rouge à l'orange, de l'orange au vert, et le moment où on sera perçu par les Français, il y a toujours un délai. C'est un effet différé. Mais il est à côté de la plaque, Jean-Luc Mélenchon? Non, c'est pas comme ça. Je ne parle pas comme ça. Il n'est pas à côté de la plaque. Moi, je regrette que le choix qu'il fasse au municipal, dans tous les rendez-vous, ce soit forcément de couper la gauche en deux. Et
Il était au Parti Socialiste il y a quelques années, vous étiez même relativement proche. Mais depuis, il est le principal instrument ou vecteur d'une sorte de fracture au cœur de la gauche. Vous parlez encore mais pas de problème pour se parler, heureusement qu'on se parle. Régulièrement? Non, on ne se voit plus, mais si on se croise, on se parle. On n'est pas fâchés à mort, mais je ne crois pas qu'il le soit avec les individus. Un désaccord politique, ça ne veut pas dire que vous vous mettez à ne plus pouvoir souffrir les personnes, heureusement d'ailleurs. Mais j'ai un désaccord politique sur sa stratégie, voilà, ce qui ne veut pas dire que, pour moi, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon représente ce qu'il y a de plus insupportable, ça n'est pas le cas. J'écoute ce qu'il dit, je trouve qu'il a une parole qui reste une parole utile au débat démocratique. Dernière question, elle est aussi fiscale. Hier, Jean-Marc Ayrault rencontrait les députés socialistes pour un séminaire. Cette remise à plat, est-ce que la droite dit, et un certain nombre d'opposants disent, avant de parler de remise à plat, il faudrait parler tout simplement de baisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire que des mécontents si on ne baisse pas d'abord la fiscalité? Oui, à rien faire aussi, on ferait aussi pas franchement que des contents. Donc faut quand même... on bouge. Évidemment, les gens ne sont pas contents, on ne bouge pas, les gens ne sont pas contents. Donc on a décidé de bouger, puisque manifestement l'impôt n'est pas assez lisible et pas assez simple. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Il n'est pas non plus assez juste, puisque ceux qui peuvent le plus ne sont pas forcément ceux qui payent le plus, et ceux qui peuvent le moins se plaignent parfois, à juste titre, de payer des impôts. Donc on veut qu'il soit plus juste et qu'il soit plus simple et plus lisible. C'est-à-dire qu'on comprenne pourquoi on paye et à quoi va l'argent qu'on paye. C'est aussi simple que ça, et avec un principe, c'est que cette fiscalité serve prioritairement l'emploi et les créations d'emplois. Voilà ce que nous voulons faire. Donc on remet à plat, remettre à plat ça veut bien dire ce que ça veut dire, on discute, et on va discuter dans un cadre qui est de ne pas augmenter le niveau global des prélèvements. Mais on pense qu'on est arrivé à un seuil en termes de prélèvements obligatoires qu'il n'est plus possible de dépasser, c'est l'analyse que fait le gouvernement. Mais une fois qu'on a parlé des seuils... Est-ce qu'il est allé trop loin, le gouvernement, dans les prélèvements ces 2 dernières années? Vous voulez dire ces 10 dernières années? Parce qu'on a augmenté les impôts, mais pas plus que ceux qui nous ont précédés. Donc moi, je ne pense pas quand il a aligné la fiscalité du capital sur celle du travail. Je ne pense pas quand on a rétabli l'ISF ou les droits de succession. Là, je ne pense pas qu'on a été trop loin du tout. Je ne pense pas quand on fait en sorte que les entreprises qui optimisaient les plus grosses leurs impôts pour échapper à l'impôt payent plus. Je ne pense pas. C'est-à-dire que notre objectif, il est assez simple. On a un taux théorique de l'impôt sur les bénéfices de société qui était à 33. En réalité, on se rend compte que les grands groupes du CAC 40, par des stratégies d'optimisation fiscale, payaient autour de 10, quand les PME payaient autour de 27. On va essayer de faire en sorte que les PME payent moins et que les plus gros payent plus. Donc c'est ça aussi le sens d'un impôt plus juste. Mais vous verrez que c'est là où je dis qu'il ne faut pas que les PME se solidarisent forcément des grands quand ils les entraînent dans des batailles qui sont des batailles qui ne servent pas forcément les intérêts des petits. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du droit d'information pour les salariés. Le MEDEF y était défavorable. Je crois que c'est l'intérêt des chefs d'entreprise que d'avoir des clients pour racheter, ou en tout cas quelqu'un pour racheter leur entreprise, que ce soit leurs salariés ou que ce soit un tiers. Et donc voilà, on n'a pas forcément les mêmes intérêts que l'on soit petit ou gros. La boucle est donc bouclée. Merci Benoît Hamon d'être venu participer à cette émission. Merci Michel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le 17 décembre, notre invité sera Xavier Bertrand. D'ici là, restez connectés. À bientôt.